Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je reçois aujourd'hui dans ce numéro de Groupe 1 une dame qui a fait des études de droit et qui a travaillé longtemps à l'extérieur avant de venir en Guinée. Ce n'est pas une inconnue, elle est la fille de l'un des députés guinéens de la période coloniale, Barry Diawadou, qui a été aussi un des compagnons du président Maître Sékou Touré pour la lutte contre l'indépendance et qui avait été ministre dans les tout premiers gouvernements de la République de Guinée. Maître Aminata Barry, bonsoir. Bonsoir. Comment dois-je vous appeler? Maître Aminata Barry, Hadja Aminata Barry, Néné Ami, comment voulez-vous que je vous appelle? Bon, pour les intimes, Néné Ami, ça me va. Sinon, bon, professionnellement, on m'appelle Maître Barry. Alors, Maître Aminata Barry, vous êtes sur le plateau du Coopération. Avec vous, on va parler non seulement de votre personnalité, de votre parcours, de votre carrière, et puis en tant que juriste, vous aurez abordé un certain nombre de problèmes de plusieurs ordres qui concernent non seulement la femme africaine, la femme guinéenne, mais aussi notre pays, la République de Guinée. Maître Aminata Barry a une licence, une maîtrise, un DEA en droit, donc elle a fait son parcours d'abord ici en Guinée, avant d'aller passer son baccalauréat à Dakar, et puis elle a continué naturellement en Côte d'Ivoire pour l'université avant de faire plusieurs stages de formation à l'extérieur. Maître Aminata Barry, comment êtes-vous venu dans le droit? Bon, je crois l'avoir écrit dans mon livre. Le droit, je n'étais pas du tout préparée à embrasser cette matière-là. J'étais plutôt littéraire. Je voulais faire histoire, ou bien deuxième choix, la philo. Donc c'était pas du tout, c'était une matière que je connaissais pas. Il a fallu une rencontre, voilà, une rencontre. L'actuel président de la République, Alpha Condé, c'est lui qui m'a plutôt aiguillonné vers cette voie-là. Voilà. Et Alpha Condé vous a encouragé à faire le droit, c'était où? À Dakar. À Dakar, vous avez passé le bac. Voilà, juste après le bac. Et vous vous êtes bien retrouvé dans votre peau en faisant le droit. J'avoue que je ne regrette pas. Et ça, bon, quelque part, je l'en remercie, quoi. Parce que sans lui, je n'aurais pas fait du droit. Je suis plutôt orientée pour autre chose. Alors, le droit vous a permis sans doute de découvrir le monde autrement dans ses différents aspects. Absolument. Je conseillerais même à tout le monde de faire du droit, même si on fait autre chose. Le droit transpire dans tout. La médecine, ça transpire dans tout. Donc, tout le monde devrait faire du droit, même à titre, juste pour un problème de culture. Ça évite des écueils, c'est très formateur. C'est très formateur. Le droit est très formateur, il se répercute pratiquement dans les différents aspects de la vie, que ce soit dans la contradiction entre les hommes, dans l'opposition de style de gestion, mais aussi dans des problèmes parfois requérants où la légalité est finalement contournée. Si vous voulez, le droit arme la personne à d'abord se protéger et à combattre. Parce que nous sommes de toute façon dans une sphère où il y a toujours des contradictions, c'est un combat perpétuel la vie en fait, c'est ça. Et le droit te donne les armes quand tu maîtrises cette matière, lorsque tu t'intéresses à cette matière, lorsque tu te forces dans cette matière, ça te permet de rebondir, d'éviter des écueils, de combattre, de protéger et d'affronter l'adversité et même de supporter beaucoup de choses. Parce que il y a des explications que tu peux trouver ça dans la loi, tu peux trouver ça dans... C'est très fort. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait du droit. Et ça te rend indépendant. Parce que ça te
permet d'embrasser des professions libérales, telles que le barreau, telles que le notariat, puisque je suis notaire, j'en parle. Voilà, et tu es indépendant, et quand tu es indépendant, c'est une profession, voilà, libérale. Et tu... Ah voilà, Maître Aminata Barry, vous êtes également membre de l'association des victimes du camp Boiro, où vous avez joué un rôle très déterminant à un moment donné. Oui, je dirais que c'est presque mon ADN, ça. Ça a été mon premier combat lorsque je suis rentrée, en dehors de celui d'obtenir un agrément, parce que ça c'était aussi un parcours du combattant. Et je me suis tout de suite embarquée dans les autres, les enfants, les victimes du camp Boiro, les enfants m'avaient dévancé. Je me suis embarquée donc dans cette plateforme-là qu'ils avaient réussi à bâtir tout de suite au lendemain du 3 avril. Et ensemble, nous avons ramé dans cette galère-là, dans ce tunnel, on s'est engouffré, on n'en est toujours pas sorti. Voilà. Et ça a été, c'est toujours là, c'est le deuxième combat que je mène et que je continuerai à mener jusqu'au bouclage de ce dossier. Jusqu'au bouclage de ce dossier? Si ça arrive de que vous souhaitez pour quand, le bouclage de ce dossier? Mais avec les événements, lorsque tu regardes un peu ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a géré jusque-là les droits humains, puis Boiro, on pensait qu'après Boiro, il n'y aurait pas eu autre chose. En fait, nous, lorsqu'on s'est constitué en association, c'était moins pour se venger. C'était certes un dérivatif, parce qu'il fallait chercher à comprendre. On doit trouver nos parents, qui sont quelque part. Ça, c'est un combat à vie que nous menons. Et si nous ne bouclons pas, c'est peut-être les enfants et les petits-enfants qui vont. Ce n'est pas possible de laisser passer ça. Donc, on pensait, nous sommes constitués pour faire un barrage à la dérive autoritaire. Nous avons dit plus jamais ça, pour que plus jamais un Guinéen ne connaisse ce que nous avons connu. Qu'un enfant ne connaisse, nous, enfants, nous avons connu. Qu'une veuve, une femme ne connaisse ce que nos mamans ont connu. Nous n'avons pas été compris. On pensait que nous prêchions pour nos chapelles. Donc, en fait, toutes les violations qui continuent de se perpétrer, nous, on n'est jamais surpris. Nous, de Boiro, on n'est jamais surpris. On n'a pas purgé le drame du camp Boiro, mais il y a eu le 4 juillet. On n'a pas purgé le drame du 4 juillet. Il y a eu 2006, 2007, Zogota, tout le reste, 28 septembre, et ça continue. La tradition de tuer, d'assassiner, sans autre forme de procès, c'est devenu un sport national. C'est l'être humain. Mais oui, l'être humain ne vaut rien. Et aller un peu dans les prisons, voyez comment est-ce qu'on traite les gens. Aller dans les gendarmeries, les violons. Regardez comment on traite les gens. C'est pas... Même les bêtes de somme sont mieux traitées. Parce qu'une bête de somme, tu espères la consommer, tu espères... tu la laves, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Tu regardes un peu ce qui se passe. Allez voir un peu ce qui se passe dans les violons de nos commissaires. Et ce qui se passe à la prison civile. C'est inadmissible, c'est incroyable. Aujourd'hui encore, en 2013. Donc, vous voyez que ça s'est installé. Ça s'est installé et durablement. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour... Nous, on n'est jamais surpris. Quelle que soit l'horreur du drame que nous voyons, auquel nous assistons, on n'est jamais surpris. On dit, il fallait que ça arrive. Alors, Adja Aminata Barry, nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect de ce problème de violence et d'impunité. Mais vous avez parlé en tout début du parcours de combattant pour avoir votre agrément de notaire. Ce parcours de combattant supposait quoi dans la Guinée de l'époque? Vous savez, bon, j'aborde ce problème-là dans le tourbillon 2, dans le combat. Ok. Vous savez, bon... Alors, le tourbillon 2, je vous rappelle, je ne sais pas si le caméraman peut montrer, c'est le tourbillon 2, c'est la nouvelle édition de la brochure de Maître Aminata Barry, le tourbillon 2, elle aborde justement beaucoup de problèmes relatifs à la Guinée, relatifs aux droits,
relatif également à l'être humain. Nous aurons l'occasion d'en parler. Voilà, donc Maître Aminata Barry, le tourbillon 2. Avant cela, nous allons donc rester toujours en votre compagnie afin que vous parliez justement de ce parcours du combattant. Oui, parce que bon, moi je suis de la diaspora. Nous n'avions pas imaginé, nous de la diaspora, qu'on aurait connu ce phénomène de rejet guinéen de l'intérieur. Mais vous êtes chez vous quand même, la fille à Barry Dawadou est chez elle en Guinée. Non, je vous explique ce qui est arrivé à beaucoup de gens qui sont rentrés après l'exil. D'accord. On est rentrés, on était étrangers dans notre propre pays. Vous voyez? Ce n'est pas trop dire, ce n'est pas trop dire étranger. Oui, après, quand on te rejette, quand tu es estampillé d'assaut, il y a eu un phénomène de rejet que nous n'avions pas imaginé. D'accord. Attention, on a été surpris. Nous, on pensait que ça allait passer comme... Enfin, on allait s'engouffrer. Nous sommes chez vous. Nous rentrons au pays après tant d'années d'exil. Mais nous ne savions pas qu'on allait nous opposer des arguments du genre « Ah oui, vous êtes partis, vous étiez dans le beurre. Et nous, le malais marron, on les a sortis du feu, certainement pas pour vous. Vous et vos gros sabots, allez vous faire voir. Vous pouvez vous montrer que vous êtes plus formés que nous. » Enfin, on ne savait pas. Est-ce que vous avez cédé, vous avez accepté de céder à cette formule-là? Non, attendez. Mais non, vous êtes la fille à Barry Dawadou quand même, qui est mort en prison, qui a lutté pour l'indépendance. Pas que moi. Non, dans votre cas précis. Dans ma nature d'abord. Ok. Cédé. Je suis légitime à demander, à faire, pas à demander quelque chose, je prends. C'est des droits. Je prends mon droit. Vous n'êtes pas défaitiste. Je ne demande pas à quelqu'un d'assumer ma guinéanité, je le suis. Donc moi je venais, peut-être désadapté, c'est vrai, parce que je ne connais pas le terrain. C'est sûr, après tant d'années, 16 ans, 16, 17 ans d'absence, et parti à quel âge j'étais à quel âge en exil, donc je ne connaissais pas le terrain, c'est sûr. Et donc j'ai eu à rencontrer d'énormes problèmes, et que je raconte dans le tourbillon 2. Et je n'avais pas prévu. Et notamment, obtenir cet agrément. Parce que, moi je ne savais pas que l'administration était comme ça. En fonction publique, quand tu envoies un dossier, il faut surveiller, moi je ne savais pas ça. Moi j'étais habituée, dans un pays normal, où quand tu constitues un dossier, tu passes par la bonne porte, tu déposes le dossier, ça suit son cours, et puis si tu corresponds aux critères pour lesquels toi, tu postules à tel... Bon, tu fais ce qu'il faut et puis on te prend parce que techniquement tu vaux d'être pris à cet temps. Voilà. Moi je pensais que c'est comme ça que ça devait rouler. Maître Aminata Barry, au moment où vous arrivez en Guinée, je crois que le président Conté avait déjà fait son premier événement et c'est votre oncle, Bassirou Barry, qui était ministre de la Justice. Et heureusement que c'était un diaspora. Ça c'est le jeune frère à votre papa. Oui, c'est mon oncle. Voilà, allez, continuez alors. Qui lui sait ce que c'est qu'un notaire, qui lui sait ce que ça vaut dans un régime d'économie de marché. Bon, et heureusement qu'il est... Parce qu'avant lui, il y avait un militaire. Et Jean Colipé Lama. Exactement. Voilà. C'est lui qui a reçu mon dossier. Ça a été dur. Et jusqu'à ce qu'il y ait donc le remaniement qui a fait rentrer donc mon oncle Bassirou, le ministre Bassirou, qui a été ministre de la Justice, et c'est lui maintenant qui a donné l'agrément aux 6 premiers notaires que nous étions. Nous étions 6. Voilà. Donc moi, toute seule, une femme. Maître Aminata Barry, le notariat, moi je ne suis pas un juriste, Le notariat, c'est quoi en fait? Excusez-moi de vous ramener... Oui. C'est une belle profession, mais une profession très dangereuse. C'est-à-dire que, pour faire simple, le notaire vend une sécurité. Vous voyez? Comme un assureur. Parce que tu payes ta prime d'assurance, c'est que l'assureur, son nom, ça veut dire ce que ça veut dire, il te vend une garantie. Donc le notaire est prestataire d'une garantie. Il doit à son client un résultat. Il lui garantit un résultat. Le client qui passe chez le notaire ne doit pas avoir de problème par rapport à l'acte pour lequel il sollicite le notaire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit le notaire est débiteur d'une obligation de résultat.
C'est différent de l'avocat. L'avocat, lui, il peut perdre un procès sans que le client ne lui dise rembourse-moi mon argent parce que j'ai perdu le procès. Oui. Non, il promet un résultat, l'avocat. Il est débiteur d'une obligation de moyens, comme on dit. Il va dire à son client, je vais tout faire, je vais mettre tous les moyens en marche pour que tu aies gain de cause. Mais je ne garantis pas le résultat, hein, parce qu'en face de moi, quand même, j'ai d'abord un adversaire, parce qu'il y a un autre avocat. J'ai aussi un juge qui, en dernier ressort, va décider. Donc, je te promets un résultat, mais je ne te le garantis pas. De sorte que ils sont plus à l'aise, enfin, ils ont moins de soucis qui nous disent, qui disons, on te vend une garantie, donc un résultat. Et donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, c'est dangereux dans ce sens. C'est dangereux parce que c'est détenteur à toi tout seul de la prérogative de l'État, c'est-à-dire la force de l'État, le bras séculier de l'État, parce que seul le notaire a droit au sceau, le sceau sec. Tout seul. Expliquez-moi ça, le sceau sec. C'est les armoiries. Oui, d'accord. Vous voyez, le notaire tout seul, il peut délivrer une grosse. Oui. Alors que l'avocat ne peut pas délivrer une grosse. Seul le juge assorti, et lui, il ne décide pas seul parce qu'il a des assesseurs, il a des greffiers, il a des... Mais le notaire à lui tout seul, c'est un personnage. Il instrumente, il diagnostique, il dit bon, c'est tel acte que nous devons passer, il rédige son acte, et puis voilà. Et si ça se passe mal, à lui seul, il peut délivrer la grosse qui peut mettre en branle les forces de l'ordre pour aller exécuter un acte. Vous voyez que c'est pour ça que c'est un métier à la fois, il est dangereux, parce que la responsabilité est lourde, le fardeau est très lourd. Alors, qu'est-ce que vous conseillez justement aux Guinéens dans le cadre de leurs négociations et par rapport à certaines situations? Donc, l'important et le plus important, si je puis me permettre l'expression, c'est peut-être d'aller chez un notaire. Oui, mais parce que le notaire, attention, il n'est pas obligatoire d'aller forcément chez le notaire. Hein. Il y a des actes pour lesquels tu es obligé d'aller chez le notaire, il y a des actes pour lesquels tu peux te passer du notaire. Mais si tu veux être couvert, il vaut mieux laisser faire le notaire. Voilà. Maître Tabadi, je vais vous poser une autre question parce que là, vous avez parlé de notaire tout à l'heure et la question que je voudrais vous poser, excusez-moi, la réponse sera qualitative si vous voulez. Hein. Non loin du stade du 28 septembre, à côté du même alignement que l'âge Fofana, votre papa avait quand même des domaines là. Est-ce qu'ils sont restés avec vous, la Dixine? Non, c'est-à-dire que c'est rentré dans la succession. Et on a fait un partage à l'amiable. Voilà. On a fait un partage, nous les enfants, à l'amiable. Et Dixine, là, ça a été pour une partie des enfants. Votre papa en était le propriétaire légal. Il n'a jamais été dépossédé de cet endroit? Non. Oui, nous avions eu au départ, d'abord, avec la Révolution, après son arrestation, vous savez qu'on a saisi tous les biens. Donc, là-bas, c'était occupé par un certain Keïta. Pour service rendu, on lui avait donné. L'État lui avait donné. La Révolution lui avait donné cet endroit. Donc il s'était installé, il s'était accaparé, disons. Et il avait même les papiers. Mais lorsque nous sommes rentrés, il y a eu la commission de restitution des biens saisis. Et nous avions mis tous les documents afférents à cet endroit. Et la commission nous a restitués là-bas. Maître Aminata, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite en France depuis, je dirais, 1998, c'est ça? 99. 99. Alors, qu'est-ce que ça fait? Oh, beaucoup de fierté, parce que c'est en raison du combat que je mène dans le cadre des droits humains. C'est pas pour autre. Bon, ça, je voudrais aussi faire une parenthèse avec des insinuations qui avaient été il y a toujours des esprits malfaisants. Bon, et il avait été sous-entendu par Elhadj Hussein, son nom. Hein, Elhadj Hussein, l'héritier du PDG. Ah, Elhadj Hussein. Oui, d'accord. Dans un
dans un article qu'il avait... Parce que je me suis retenue souvent, parce que nous avons presque des relations de famille avec la famille Bussel. Ils sont de Dabola comme nous. Oui, oui. Et nous sommes très liés. Et je me suis donc souvent retenue, encore qu'il a son frère, Faden, paix à son âme, qui est mort au Cambouaro, et dont les enfants vivent avec nous. Ils sont vraiment très bien. Donc, à cause de tout ceci, il n'est pas allé à l'affrontement. Il a fait donc, et il y allait de sa plume, il a fait un sous-entendu, comme si, insidieusement, la France voulait rétribuer mon père à titre posthume et que c'est une décoration. Diawara doit être décoré à titre posthume, ça ne serait pas certainement à ce palier-là. Ce palier de l'ordre, ça serait encore une palme. Ça serait plus que ça. Donc, il avait laissé sous-entendre ça, une petite fille, comment une petite, parce que lui, il me voyait toujours petite. Il avait oublié que la petite avait grandi et qu'elle avait des dents et des ongles et elle savait se battre. Donc, une petite fille, comment elle peut, évidemment, il s'est sous-entendu que c'est moi, c'est par délégation, quoi, que la France, on le dit, ça me fait rire, mais ça participe de l'acharnement malsain dont nous sommes victimes. Bien que assassinés, on ne nous laisse pas tranquilles. On crache sur des tombes. Donc là, quand même, mon sang a fait un tour chez tout le monde, parce que c'est mon arme fatale, ça. Et je l'ai détricoté. Il n'a plus parlé. Et je vous explique l'histoire de la médaille. Vous savez, les missions diplomatiques, c'est des observateurs, oui, un observatoire. Tout à fait. Ils sont là, ils regardent, ils écoutent, ils suivent, ils lisent, ils savent qui fait quoi. Bon, moi, ils ont dû me repérer dans le cadre du combat que nous menions, dans le cadre du Cambouaro, parce que nous étions... Et j'étais très offensive, par la plume, par beaucoup de choses. Il y avait en fait deux prix. Il y avait le prix des droits de l'homme, qui est décerné, je crois, tous les mois de décembre en France. Et il y avait une Rwandaise. Moi, je ne savais pas. Hein. Il y avait une Rwandaise qui était aussi nominée. Je ne savais pas que j'avais été nominée pour le même prix. La Guinée, donc, aurait eu l'honneur d'avoir quelqu'un qui a eu un prix des droits de l'homme. Mais la Rwandaise a été choisie parce que c'était de bon ton en ce moment-là avec le Rwanda. Donc, elle a eu le prix. Et moi, on m'a décoré. Et parce que le président Chirac venait, ils m'ont donc décerné cette décoration, c'est tout. C'est à cause du combat que je mène et que je continue de mener dans le cadre du Cambouaro. Voilà. Et je parachève, je ne l'ai pas parachevé, je n'ai pas conclu. J'écris et ça continue. Donc ce n'est pas une décoration de faveur? Pas du tout, non, surtout pas. C'est pas décerné à mon père, hein, parce que c'est ce qu'on veut sous-entendre. Hein? Que c'est une médaille due à mon père à titre posthume que moi j'ai. D'abord, pourquoi moi, je ne suis que la 7e des enfants de Diawara Bari. Il y a des frères, j'ai des grands frères, oui. J'ai des aînés. Pourquoi ce serait moi qui aurais la médaille et pas un autre de mes frères qui est plus âgé? Peut-être. Non, si c'est décerné aux vieux, tant qu'à faire, autant prendre le grand frère. Pourquoi moi? C'est bien parce que c'était dans le cadre du Cambouaro. Alors, Maître Aminata Bari, vous avez parlé de votre papa tout à l'heure, justement, où vous étiez le jour de l'arrestation de votre père, si j'ai pu me permettre de vous poser la question. J'étais à Dakar, c'était l'année de mon bac. Voilà, pendant qu'on révisait, c'est là où, de façon tout à fait comme ça, comme si un gourdin que je recevais sur la tête, et j'ai appris cela. Je ne savais pas du tout que quelque chose s'y passait en Guinée, parce que on n'écoutait pas, j'étais loin du cercle guinéen, donc j'entendais pas ce qui se racontait, je ne savais pas. J'étais interne en plus, on ne sortait que les dimanches. Donc c'est là où j'ai appris qu'il était arrêté et condamné. Voilà. Alors, je le raconte dans le tourbillon 1. D'accord. Justement, dans ce livre, votre papa a été 2 fois ministre du gouvernement, dans le gouvernement guinéen. Il a été ministre de l'Éducation nationale, ministre des Finances, puis ambassadeur au Caire. Sur son parcours ministériel. Bon, j'avais quel âge? Bon, il a été, après l'indépendance,
il a été ministre de l'Éducation nationale, d'abord, puis ministre des Finances, enfin ambassadeur, c'était son dernier poste politique. Puis il est devenu directeur de l'imprimerie nationale, Patrice Lumumba. D'accord. Dans le tourbillon tome 1, Maître Aminata Barry, vous racontez à l'intérieur de ce livre, lors d'une de ses visites en Égypte, le président Houphouët-Boigny a trouvé votre papa alors qu'il était ambassadeur au Caire. Il l'a tiré un peu à quelques mètres des rangs du protocole pour s'entretenir avec lui et lui poser. Il lui dit que tu es toujours en Guinée. C'est dans le tourbillon. Tome 1. Oh, je donne plus de détails. Allez-y, avec. Ah, mais les gens ne vont pas acheter mon livre, hein. Ils ne vont pas le lire. Moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Je veux que ça soit lu. D'accord, il va être lu. Non, moi, je vais le lire là. Bon, Maître Aminata, vous parlez beaucoup de Mathieu Ekra. Mathieu Ekra, qui a été ministre d'État en Côte d'Ivoire, dans le tourbillon 1. Oui, c'est-à-dire que pendant l'exil de Dakar, après l'arrestation de mon père, il y avait trop de bagarres avec mai 68 en France, ça avait gagné les universités, bon, c'était perdu. Je suis allée rejoindre ma soeur à Abidjan. Et c'est là où j'ai fait des rencontres, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. D'ailleurs, je symbolise ça par des petits galets blancs qui ont parsemé mon chemin. À chaque fois que je suis en difficulté, je rencontre un petit caillou qui me balise la route. Donc, oui, je raconte ça. J'ai vu beaucoup de mots. J'ai tué le gratin ivoirien. Alors, Marie... Ils sont tous des... Parce que quand tu fais les échanges, Ponty, ils se connaissaient tous. Oui. Ponty, c'était une école cosmopolite, ils se connaissaient tous. Et puis, moi, le premier poste... Toutes les élites de l'Afrique de l'Ouest se rencontraient là. Voilà. Et le poste, il a servi à Abidjan. Mon frère aîné est né à Abidjan, à Fidou. Donc, forcément, il connaissait bien, surtout lui, Mathieu Ekra. Il l'appelait Barry. Dans votre livre, il appelait tous votre papa Barry. Oui, lui, il l'appelait Barry. C'est ça. Pas que lui, d'ailleurs. Et Marie-Josée Biloa, c'est quoi? Elle a été célèbre dans la presse, elle l'est toujours. J'ai eu la chance de connaître cette fille. Elle était ma voisine. On avait la même cabine à la Cité Rouge, à Abidjan. Mais elle faisait allemand. Et j'étais toujours, jusqu'à présent, je n'ai pas compris comment elle a fait cette reconversion. Une éminente journaliste. Et elle a géré, je crois elle était propriétaire en tout cas d'un journal voisin à Jeune Afrique. J'ai oublié le nom. Je le parle, je fais mention de cela dans le livre. Oui, j'ai eu l'honneur de connaître cette fille. Elle est très intelligente, très vive. Une Camerounaise, Marie-Roger. Je l'appelais Marie-Ro. C'est ça. Ouais, et Maître Aminata Barry, votre parcours professionnel, dans le tourbillon tome 1, vous avez joué un rôle important dans la COFUTEL. La COFUTEL, par définition, c'était quoi et qu'est-ce que vous avez fait là? Ah oui, j'étais chef du département juridique. Ça traitait de juridique, contentieux, administratif. C'était un fourre-tout dont j'avais la charge. Et donc, j'ai eu une opportunité, je le raconte, il faut le lire, de rencontrer mes compatriotes guinéens à Dakar. Et chaque fois que j'ai pu faire quelque chose, je l'ai fait. Ouais, pour les compatriotes guinéens, vous avez ouvert la porte à certains d'entre eux d'ailleurs, parce que les bananes... Mais parce que ça s'imposait, vous voyez, les commerçants... Il y avait des blocages pendant, à certains niveaux. C'est vous qui aviez débloqué le compteur pour les Guinéens. Oui, parce que les Sénégalais qui faisaient rien, qui étaient dans leur bureau, mais les mûrisseries, la banane, toute la chaîne fruitière, du quai fruitier, jusqu'aux mûrisseries, jusqu'aux grossistes répartiteurs, jusqu'aux détaillants, c'était les Guinéens, les Peuls, notamment. Et Bobo Lopi, vous en avez parlé. Eh oui, il faisait partie de ces gens-là. Et donc, si ces gens décident de boycotter une marque, par exemple, nous avons décidé de boycotter la marque ivoirienne, mais là-bas, c'est ça.
mais on laisse tomber la banane ivoirienne et puis on prend la camerounaise, c'est ça. Et donc, eux, ils avaient cette force de frappe qui faisait qu'ils pouvaient affréter des bateaux entiers de l'origine camerounaise au détriment de la nôtre. Moi, je défendais ma banane ivoirienne. Et voilà, et dedans, il y avait le plus gros planteur qui était au feu-boyer. C'était pas rien. Alors, quand il a les bananes poussées à même le quai à Dakar, c'était un tremblement de terre à Abidjan. C'était chaud pour la Cofontaine. Donc, c'est dans cette foulée-là que je suis partie, donc je faisais partie de cette mission. Et donc, voilà. Et les Sénégalais, sachant ce qui se passait, ne voulaient pas que les Guinéens rentrent à cette réunion-là. Mais comme les Guinéens se reconnaissent entre eux, voilà, ils ont fermé, barricadé. Verrouillé, en fait. Oui, oui, il fallait que eux, d'abord déjà à l'hôtel, ils ont pris l'hôtel d'assaut. Et ensuite, le lendemain, on a fait la réunion à la Chambre du commerce du Sénégal, de Dakar. Mais il y a Elhadj Bobo qui forçait la porte. Parce qu'ils sont sénégalais aussi. Il est membre de il a sa carte, il a tout. Et puis il a ses magasins sur la rue Sandiniéry à Dakar. C'est pour eux les ministries. C'est eux qui revendent. Donc ils poussaient et les autres ne voulaient pas qu'ils rentrent. Alors j'avais dit à mon patron, si vous voulez qu'on comprenne ce qui s'est passé là, il faut regarder la personne qui insiste à la porte, là, il faut la faire rentrer. Donc, mon patron dit, écoutez, nous on appelle tout le monde, hein. Nous c'est l'économie de marché, tout est bon, on ouvre la porte et c'est lui qui rentre. Son discours était, c'était un spécialiste. Et tout le monde a peur, quoi. Ah comment, oui. Alors. Donc il nous a fait visiter, on est parti en file indienne, là, dans les rues de Sandaga, et toutes les ministres, c'était les Guinéens. Le Guinéen il est très fort. C'est dommage, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive à le Guinéen, où qu'il se retrouve, il s'en sort, il rebondit. C'est un peuple merveilleux, mais bon. Le Guinéen, où qu'il se trouve, il rebondit. C'est bien dit. Alors, Maître Aminata Barry, il vous arrivait de porter plainte contre Mohamed Touré, le fils du président Ahmed Sékou Touré. C'est sans rancune, hein? Alors peut-on savoir pourquoi justement vous avez porté plainte contre lui? J'aimerais que les gens lisent ce livre, parce que ça a été mal compris pour certaines. Les gens ont dit, ouais, mais c'est pas le père, c'est pas lui qui est responsable de ce que le père a fait. Vous savez, c'est pour ça que je traite la responsabilité politique du père d'autrui, où je prends d'ailleurs cette cause pour lui, dans un passage. Parce que les enfants n'ont pas à payer pour ce que le papa a fait. Tout à fait. Ouais, supposé, hein, je dis supposé parce qu'il n'y a jamais eu de jugement pour les uns et les autres. Non, il a eu... J'aimerais qu'on lise. Vous voulez absolument qu'on parle de ça, mais les gens ont pensé... Vous pensez-vous que moi, juriste, je peux, par substitution, attaquer le fils en lieu et place du père? Je peux faire cette bêtise du juridique, il faut être une analphabète du droit pour faire ça. Et je ne suis pas une analphabète du droit. Donc, je ne peux pas faire cette substitution. Et je ne peux pas dire que c'est... Donc, c'est pas ça du tout. C'est que quand tu parles, les mots ont un sens. Surtout en voix. Il faut faire très attention dans la communication et dans les écrits. Parce que tu peux causer dommage à autrui sans te rendre compte que tu as fait quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Kobele qui pensait qu'il pouvait s'en sortir comme ça, en diffamant. Moi, j'ai dit dans le livre, Kobele est un ennemi à moi. Mohamed est un adversaire, c'est différent. Oui. Ouais. C'est pas pareil. Kobele est un ennemi. Je le raconte et j'explique pourquoi. C'est au lecteur de juger entre M. Kobele et moi. C'est au lecteur de juger entre Mohamed et moi. Mohamed, je dis, était un adversaire dans cette cause-là. D'autres, c'est différent. Maître Aminata... Je ne les mets pas dans la même balance. Hein. Oui, d'accord, j'ai compris. Du tout. Dans votre discours, vous n'avez jamais accepté aussi
l'exécution des compagnons d'Ahmed Sékou Touré sans jugement. Absolument, je le dis. Et vous l'aviez dit de manière très claire et ferme, je dirais. Oui, nous voulions un procès. Absolument. Parce que pour nous, ils ont voulu les faire taire. C'est tout. Parce qu'il n'y avait pas de raison, avec toutes les déclamations des communautés de prise de pouvoir, ils ouvraient une nouvelle voie, celle de la démocratie, réoxygéner le pays. Nous, on pensait que, surtout, qu'il n'y avait pas eu d'exécution tout de suite sommaire, il y a eu du temps. Oui. Donc, on était, et on nous faisait croire cela. Nous-mêmes, nous, on se préparait pour des avocats et tout ça. Et puis, vent, à la faveur du 4 juillet, on en a profité pour les faire taire. Un contrôleur général de police, pour les faire taire, un contrôleur général de police, Maître Aminata Bari, a dit qu'Ismaël a eu le malheur, Ismaël Touré, hein, c'est l'un des jeunes frères du président Ahmed Sékou Touré, qu'il a eu le malheur de dire, et quand on a parlé de procès, qu'il serait très heureux d'être à la barre, ayant à sa gauche Lassana Conté et à sa droite Diarra Traoré. Qu'est-ce que ce genre d'opinion peut vous rappeler? S'il l'a dit effectivement. S'il l'a dit. C'est parole de policier. C'est parole de policier qui semble. S'il l'a dit. Mais c'est pas, mais ça rejoint ce que je venais de faire. Mais c'est ça. Parce que c'est sûr qu'on aurait compris comment était structuré le système, comment qu'on en est arrivé à liquider autant de monde, et on aurait compris beaucoup de choses. C'est dommage, c'est grave. On a arraché comme ça tout un pan de l'histoire du pays, à jamais. Et à jamais. Voilà, parce que tout ce qui se raconte après, on ne peut pas vérifier. Parce que nous, lorsque nous sommes rentrés tout de suite, il y avait, je raconte que j'avais affronté le général, le colonel 4 juillet, Diarra. Diarra, oui. J'avais été le voir avec mes soeurs. Tout de suite, j'avais posé avec une lettre et tout. Nous voulions beaucoup de choses. On voulait des preuves, on voulait la protection des sites, on voulait des mesures conservatoires parce qu'on s'attendait à un procès. Et on y avait cru. Et donc, c'est tout un pan de l'histoire qui s'est écroulé là. Et là, tout le reste, ça ne sera que supputation. Heureusement que beaucoup de gens ont témoigné, les rescapés ont beaucoup témoigné dans les livres là qu'ils ont fait. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que ça, ce sont des preuves accablantes. Et on a aussi des publiés-reportages, on a les filmé tout, on a on a tout un documentaire, mais c'était encore mieux un procès parce que il aurait pu dire qui a fait quoi, parce que Ismaël Touré était très puissant à l'intérieur du Cambouaro, puisqu'il dirigeait la commission. Maître Aminata Bari, justement par rapport à toute cette situation, on peut dire que votre papa est mort en prison, mais le complot était intitulé complot Kaman Fodeba. Mais c'est dans ce complot que votre papa a disparu. Voilà, curieusement, on ne dit pas son nom. Ne disant pas son nom, voilà. Ça, par exemple, on aurait compris. Je me pose la question pourquoi on occupe son nom. Il aurait dû dire Kaman Gawadou Fodeba, mais on dit Kaman Fodeba. C'est le complot des militaires. J'explique tout ça dans le livre. Il faut le lire, et il est parti dans ce complot. Et sur quel chemin, dans quelle position aimeriez-vous voir votre pays, pour lequel vous avez un amour particulier à travers la lecture de vos différents livres, on le sent? Quel chemin aimeriez-vous voir la Guinée suivre? Qu'on arrête de massacrer les... Qu'on apporte plus d'importance au genre humain, à l'être humain. Il faut qu'on y arrive enfin, qu'on arrête l'arbitraire, la durée, arrêter les gens, tuer, torturer, que ça cesse. Bon, je ne sais pas par quel bout il faut prendre le problème, mais il y a trop de problèmes. Il y a trop d'urgence. Il y a trop de priorités, mais la première des priorités, c'est l'homme. L'homme est au cœur de tout. Si tu ne prends pas l'homme, l'homme est au cœur de tout. Tu as beau installer le meilleur système, si l'homme, l'être humain, est banalisé,
tout ce que tu fais est voué au genou. C'est ça. C'est d'abord l'homme, l'être humain. C'est sacré. C'est mis dans la Constitution, aligné la première disposition de la Constitution. Et on s'assoit dessus. Et vous êtes juriste, Maître Aminata Barry, et le respect des principes de droit, qu'est-ce que cela représente pour vous et comment voyez-vous la Guinée en tant qu'État qui doit respecter les principes du droit? Ah, parce que vous savez, on n'a jamais respecté les droits, l'écrit. Vous savez, tous ces codes-là, ils ne sont pas de... Ils sont depuis... C'est depuis la Révolution, il y avait le code pénal, le code civil, le code de procédure pénale, le code de procédure... Tous ces codes-là, la Guinée est avant-gardiste en tout. Il y avait tous ces codes. À l'époque, on a tué les gens, les interroger dans l'enceinte du camp Boiro, sans les faire. Il y avait tout ça. Bon, on sait tout. La Constitution prônait le multipartisme intégral jusqu'au changement de régime. La Constitution reconnaissait le multipartisme. Mais dans la mesure où, de tradition, on n'a jamais respecté les textes. Quand tu ne respectes pas ce que tu écris, quand tu ne respectes pas la signature, tu ne respectes pas ce que tu conçois, tu écris, tu adhères à tout. Oh, la Guinée est signataire de toutes les conventions. On est prêt à signer tous les traités. On est signataire de tous les traités, toutes les conventions. La Guinée occupe quel rang aux Nations Unies? On a tout validé, on a tout signé. Ça n'a pas empêché de tuer en silence. Et de la pire façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant qu'on ne respectera pas la loi, la lettre, les textes, à la lettre, la loi dit ça, là jusqu'à la virgule, il faut la respecter. Tant qu'on va banaliser ce que l'on a écrit, mais on ne se donne pas cher de nos mots. Parce que tu ne peux pas te défendre. C'est ça. Et la justice, c'est la même chose. C'est une des plaies de ce pays-là. La justice est une des plaies de ce pays. Alors comment aimeriez-vous voir? C'est la plus grande plaie. Oui, en dehors de l'armée. Comment aimeriez-vous voir la justice de ce pays? C'est les hommes qui font la justice. Il faut d'abord que il y a le contenant, ça existe, parce que c'est écrit dans tous les textes. Il y a le sac, c'est très beau, c'est bien enveloppé, mais ce que tu mets dedans, celui qui porte la tenue, c'est lui qui doit être important. Il doit faire ce qu'il faut faire selon le costume qu'il porte. Mais si tu mets une ordure, tu lui fais endosser leur smoking, mais ça va transpirer. Comme je transpire actuellement d'ailleurs. Et il y en a, Barry, les gens qui administrent, il y a des ordures. Mais pas avoir peur des mots. La Constitution de la République dit que la justice est indépendante. La justice est différente de l'exécutif. L'exécutif est différent du législatif. En tant que juriste, expliquez-nous un peu tout cela. Oui, mais ça, c'est l'idéal. Je disais que Montesquieu devait se retourner dans sa tombe. Lui qui a prôné la séparation des pouvoirs, afin que le pouvoir avec le pouvoir, bon, ben, voyez vous-même. Hein, si on l'énonce. C'est un énoncé, hein. Mais comme vous savez comment ça se passe, la séparation des pouvoirs, c'est une fiction. Encore, c'est une fiction juridique dans notre pays. Quoique, moi je dois donner, si je devais donner un bon point et décorer quelqu'un du monde judiciaire, ça serait le barreau guinéen. C'est eux qui vont faire avancer les choses dans ce pays-là. Parce qu'ils se battent pour l'indépendance de la magistrature. Ils se battent pour des valeurs. Ils se battent pour extraire des gens de la... Le barreau, vous savez qu'on les avait envoyés. À un moment donné, il a fallu que le barreau réagisse. Avait finalement fait déménager la justice au camp. On en était arrivé là. Mais parce que quoi? Le justiciable était fatigué de ses juges.
Hein? Et ils n'ont pas trouvé mieux que de faire déménager la justice au camp Al-Fayda, où il a fallu que le barreau se lève et affronte Dadis. Et à quelle époque? C'est le barreau qui a fait revenir la justice au Bercail. Donc ce barreau, moi je crois en ce barreau-là. Les procès que j'ai conduits, je n'ai jamais pris un avocat étranger. Je me suis toujours contentée de mes frères guinéens parce que j'ai confiance en eux. Je sais que eux, ils peuvent faire changer les choses. Ça va être lent, malheureusement, parce que il faut que la tête suive. C'est ça. Il faut que la tête suive. Et en même temps, il faut, alors, à la décharge de la justice, ça a toujours été le parent pauvre en termes de budget. C'est vrai. On a toujours banalisé la justice. Parce que l'exécutif a toujours banalisé la justice. On n'a jamais mis les moyens qu'il faut pour les amener à faire leur job, voilà, correctement. Et ensuite, il y a un problème de formation aussi. Ça, c'est un autre problème. C'est très grave parce qu'un juge qui n'est pas formé, c'est comme quand tu donnes, comme disait le général Konaté, à un soldat qui n'a pas formé un fusil. Il va liquider tout, il va enfermer celui qu'il ne faut pas enfermer, libérer celui qu'il faut celui qu'il faut enfermer. Voilà, c'est très dangereux si tu n'as pas ta formation. C'est ça l'arme de magistrat. Et s'il n'est pas formé, c'est comme un militaire non formé auquel tu donnes une kalachnikov. M. Barry, beaucoup de magistrats guinéens aujourd'hui, après l'université, sont partis à l'école de la magistrature de Dakar. Il y en a qui sont partis à Lyon, d'autres au Canada. Parce que vous avez parlé de formation, je dis tout ça parce que vous avez parlé de formation. Beaucoup, c'est une la proportion. C'est pas, non. Et puis ensuite, la formation, il faut la prendre à la base. Hein. On ne rattrape pas quelque chose. Parce que le droit est tellement bien structuré que si tu loupes les notions de base, tu ne peux pas aller combler une lacune, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est de bas en haut. La base doit être solide, vous voulez dire. Le soubassement doit être là. Et donc, quand on rattrape au sommet comme ça, pour aller reconditionner rapidement et revenir, ça ne marche pas comme ça. On rate, voilà, et on ne peut pas en même temps avoir le temps de reprendre. Le pays a des problèmes. Oui, Barry, est-ce que des erreurs judiciaires arrivent en Guinée? Des erreurs judiciaires? Oui. Et comment? Certainement, oui. Certainement. Ça se prépare là. On fait pas attention. Avec le procès qu'on est en train de... Parce que moi je m'en suis. Si on ne fait pas attention, il faut que le juge soit très courageux. Très courageux pour dire le droit et suivre son intime conviction. Qu'il ne peut pas ne pas avoir, après avoir écouté tout le monde, après avoir écouté la défense qui est en train de plaider, il faut qu'il ait le courage de dire le droit selon son intime conviction. Il faut avoir le courage aussi, hein, parce que l'indépendance, il faut l'apprendre. Ça ne se donne pas comme ça. Là. Ils y ont droit, mais on le dit, depuis le temps on le dit, mais il faut le prendre. Pas les prendre, ils doivent décrocher leur indépendance. Et c'est par le comportement, par la posture qu'ils vont avoir, par le cran qu'ils vont avoir, à décider des supposés ordres. C'est par leur courage qu'ils vont conquérir leur indépendance. Même si après ça, on doit les affecter à Yomu, il faut qu'ils acceptent. La population est là, l'opinion publique est là, on écoute, c'est le grand censeur. Parce qu'en dehors des jurés, il y a la population. On est suivi de partout. Chacun a son idée. Donc, chacun a son intime conviction. Et chacun va comprendre que celui-là, il a écouté, il est sommé de dire ça comme ça parce que c'est trop flagrant, etc. La population, c'est le plus grand censeur. Donc, il faut qu'ils aient peur du peuple et qu'ils affrontent l'autorité. Avoir peur du peuple et affronter l'autorité. C'est à ce prix-là qu'ils vont conquérir leur indépendance. Mais il faut du courage. Il faut du courage. Il faut accepter de perdre. Même si on doit leur couper la tête et les envoyer, je sais où. Je veux encore une fois que
le président de la République, qui est un professeur de droit, qui connaît le droit, qui connaît la matière juridique, va regarder ça, en tout cas, en disant, c'est déjà bien qu'on les ait envoyés au tribunal en disant à chacun défendez-vous. C'est beaucoup. Hein? Parce que d'autres disaient, il y a toujours des excités, des turifères qui sont toujours là à chauffer, je les appelle les pyromanes, hein? À dire oui, allez, c'était sous le coup de l'émotion, on aurait pu les zigouiller. Mais il faut garder la tête froide parce qu'il faut beaucoup de patience. Et là, de la patience, chacun en a eu. C'est sa maison qui a été... Moi, je ne suis pas loin de chez lui. J'ai 2 heures de temps. Moi, j'étais sous... Et c'était très violent. Mais il faut suivre tout le monde. Ce que disent les avocats, ils disent beaucoup de choses. Et voilà. Donc le juge doit dire le droit suivant son intime conviction. Suivre son intime conviction. Parce que la conscience ne te ment jamais. Hein. Tu peux te mentir, mais ta conscience, elle gronde, elle te dit, tu sais très bien que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bon. C'est le plus grand censeur, la conscience. Maître Amina Dabari, dire le droit est une chose. L'intime conviction est une autre chose. Ouais. Dites maintenant, en regardant cette caméra-là qui est devant vous, aux téléspectateurs moyens qui ne savent pas ce que c'est que l'intime conviction du juge, remettez-vous un peu à son niveau pour le lui dire. D'accord. L'intime conviction du juge, c'est sa conscience. Chacun en a une. Ce que te dicte ta conscience. J'ai écouté le procureur, j'ai écouté la partie civile, j'ai écouté les condamnés, les mis en cause. Les présumés. Les présumés. Ouais. On a franchi la présomption. Hein. Pour moi, quand je dis présumés, c'est-à-dire on les a traités comme des coupables déjà. Vous voyez? Oui. Allez-y. Oui. Ils ne sont plus présumés coupables. Moi, quand on dit les présumés, je dis non. On a déjà franchi ce cap-là. On les traite comme des gens condamnés déjà. Maltraitance. Ils n'ont pas droit à leur pitance. On les traite, ils sont mal. Il faut aller visiter la prison civile. Donc, c'est plus des présumés, ils sont coupables. Mais rien ne prouve encore qu'ils sont coupables. Maintenant, on attend que le juge confirme ou infirme. Bon, mais ils sont déjà traités comme des coupables. Voilà. Donc, l'intime conviction, c'est la conscience. La conscience que chacun a. Chacun est doté d'une conscience. C'est ce qui nous différencie des animaux. Vous voyez? Oui. La conscience, tu te dis vraiment, c'est cette voix qui est en toi et qui te parle et qui dit ça c'est pas bon. Ça, celui qui parle là, c'est lui qui a raison. Et vraiment la vérité est de ce côté, mais je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire. Alors là, pourquoi ne pas dire la vérité? Non, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui n'ont pas le courage de ses opinions, qui n'assument pas, qui pensent comme ça, et beaucoup de Guinéens sont comme ça. Ils ne se comportent autrement, c'est-à-dire leur comportement est en divorce avec ce qu'ils ont. Ils te disent au fond. Ils se comportent pour faire plaisir à autrui. C'est lâche. Absolument. Ce sont des courtisans. C'est des flammes. Ce sont des talirans. Ils sont là avec tout le monde. Dès qu'un chef émerge, ils sont là. Ils ne font que changer retourner la veste des opportunités. Voilà, ils sont avec tout le monde. Ils brillent avec le soleil. Alors, je vais vous appeler très fraternellement Néné Ami. Alors, Adja Néné Ami, que pensez-vous de l'État guinéen aujourd'hui? Quand Paul Valéry, par exemple, écrit que quand l'État est fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous périssons. Ça, c'est toute une philosophie. Quand l'État est fort, non, il faut que l'État soit fort. Moi, je suis pour qu'un État soit fort, parce qu'il y a une crise. Il y a une crise d'autorité. Il y a de l'anarchie. Oui.
Et on a pris, et ça date, je redis, à la Révolution, où un moins gradé est plus craint que celui qui est gradé. On a inversé la pyramide des valeurs, vous le savez bien. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et donc, quand tu dis à ton père, camarade, comment veux-tu que les choses ne soient pas à l'envers? Quand le père de famille n'a pas la maîtrise de sa fille, il d'aller au comité, s'exercer au ballet, au lieu de prendre ses livres, il faut qu'elle aille danser. Il faut qu'elle aille assumer, parce si elle est belle, c'est être le protocole. Le père de famille n'osait même plus s'assumer. Les femmes étaient plus puissantes que les maris. N'est-ce pas? Il suffisait d'être le militantisme. C'était ça maintenant la valeur. Je suis plus militante que toi, je t'écrase. Même si tu as plus de valeur que moi, si tu es plus âgé que moi. On a tout inversé. On a détricoté nos sociétés, les coutumes, on les a. Ça, c'est depuis la Révolution. Le péché originel, il est là. Il ne faut pas se voir, il faut pas faire ça n'aide pas le pays en mentant. Vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Regardez dans les pays Ashanti, regardez en Côte d'Ivoire, les valeurs sont restées. Les valeurs traditionnelles sont rapidement, quelles que soient les guerres qu'ils subissent, rapidement ils se remettent, ils prennent de l'aile. Nous, ça va être très compliqué. On a détricoté toutes les valeurs, on les a. Donc, il y a une crise d'autorité, il faut qu'il y ait, s'il y a une crise d'autorité, il faut que le chef, qu'on sache que ça c'est le chef. Il est le chef parce que d'abord il faut qu'il soit le chef. Il est le chef parce qu'il mérite les galons, vous savez bien qu'on a dit ce n'est pas des picotes, les grades. Comment voulez-vous? Il faut mériter un grade. C'est la seule chose que j'ai aimé au président Dadis. Il n'a jamais voulu décoller de son titre de capitaine. Il est resté là, oui. Et il est encore là. C'est la seule chose que j'ai aimé ça. Il dit non, je ne bouge pas de main. Vous voyez? Alors ça sert à quoi? Donc, l'État fort, je suis pour un État fort. L'autre phrase, c'était quoi? Quand l'État est fort, il nous écrase. Oui, quand il est faible, nous périssons. C'est Paul Valéry qui l'a dit. Il a raison. Non, il n'est pas obligé de nous écraser. Il faut qu'il soit fort, sans dériver. C'est la dérive autoritaire qu'il faut combattre. Donc, pour vous, la dérive autoritaire amène la dictature? Absolument. C'est le titre de le sous-titre de mon premier livre, Tourbillon. La dérive autoritaire. Il faut de l'autorité, mais il ne faut pas que cette autorité dérive. Mais vous avez gardé quand même vos valeurs originales, parce qu'en parlant dans le livre, en parlant au téléphone, parlant de votre papa, vous dites toujours Baba. Ah oui, heureusement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été formaté. Il y a eu la main du père, et j'avais une mère aussi qui était très, bien que calme, nos mamans nous ont beaucoup bridés. Vous savez, si nous n'avions pas eu les mères que nous avons eues, on n'aurait qu'à tout casser ici, parce qu'on est nombreux. On est nombreux en 84 quand on est rentré, et puis on était fort d'un État qui avait peur de nous, en fait, parce qu'il savait ce qui s'était passé au Cambodge. Mais nous avons été bridés par nos mamans qui nous ont dit non. On ne se comporte pas en voyou, on ne casse pas. Voilà. C'est ça. L'éducation, c'est ça. Nos mamans n'ont jamais pris un micro pour insulter et mettre les gens en cause. Vous voyez, rester dans leur douleur, frapper dans leur dignité. Et nous y allions que et elles ne nous accompagnaient que lorsqu'il s'agissait d'aller, par exemple, voir les charmés de Nongo, ou bien lorsqu'on fait des prières dans une mosquée, elles viennent nous accompagner. Mais elles se dispersaient tout de suite, elles ne nous suivaient pas dans nos marches et tout ça. Elles n'ont jamais pris de micro pour faire des déclarations intempestives. Et pourtant, nos mamans, généralement, beaucoup d'entre elles sont lettrées. Parce que elles avaient qui comme compagnons. Ah, vous voyez. Et on a eu la chance d'avoir été bridés, l'éducation que nous avons eue. Bon, là-bas, je continuerai à la présenter. Maître Aminata Barry, parlant toujours de votre premier livre, Le Tourbillon, les gendarmes qui sont venus arrêter votre papa dans la nuit étaient venus avec beaucoup de respect, et un d'entre eux a même versé des larmes, parce qu'il connaissait bien votre papa.
Et votre papa, en partant, n'a pris que son Coran. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour vous? Parce qu'il n'a pas voulu se débarrasser de son Coran. Ça veut dire quoi? Mais c'était une histoire d'amour. Hein. Lui et le Coran, c'est ce qu'on retient de lui. On ne retient même pas de lui l'homme politique. On retient de lui l'homme pieux, l'homme de Dieu. Alors, qu'il ait fini de cette façon-là, je n'aime pas aller tout le temps dans ce sens parce que ça peut t'amener à douter. Non, mais bah, c'est la foi. Oui. Voilà. Parce qu'il ne voyait jamais, même dans l'avion, il avait son Coran en bandoulière. Effectivement. En bandoulière, il ne se séparait jamais de son Coran. Il l'avait en bandoulière, même avec un costume, une veste. Il avait son Coran en bandoulière, il ne s'en séparait jamais. Et c'est la seule chose, c'est le seul objet qu'il a pris. Effectivement, c'est dit dans le livre. Le Coran, il avait fait éditer également, je crois que ses problèmes sont partis de là, à partir de l'imprimerie Patrice Lumumba, il était le directeur. Il avait fait imprimer des livres coraniques qui avaient parfaitement réussi. Et il y a eu une commande, je crois, de l'école des cadres du parti à la demande du secrétariat général du parti ou de la présidence, très bien, je ne sais pas très bien, mais en fait, il avait demandé une période d'entretien pour les machines qui étaient un peu fatiguées. Il n'a pas été compris. Il a été sommé d'éditer les livres du parti qui n'ont pas bien réussi. Et tout est parti de là parce qu'il y en a qui ont pensé qu'il l'a fait de manière délibérée, pendant qu'en réalité, il avait demandé une période d'entretien technique par l'équipe allemande qui était là. Oui, c'est-à-dire que les caractères ont été les Allemands qui ont fait. Il avait les caractères. L'université d'Al-Azhar au Caire. Donc, on lui a donné les caractères et les machines venaient d'Allemagne. Donc, c'était performant. Plutôt que de commander des courants, l'imprimerie pouvait valablement éduquer des courants, c'est que ça ne revienne pas cher et qu'on puisse doter les mosquées de courants sans que ça ne... Voilà, parce qu'il y avait une imprimerie performante. Il avait donc édité des courants, sauf que il fallait faire l'entretien des machines. Et donc, entre-temps, Léon Maca, un vieil ami politique, une vieille ennemie. Qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, voilà, c'est ça? Était le président du conseil, je crois. Il est venu. À conseil d'administration de l'imprimerie Lumumba. Oui, il était dans le dispositif. Ok, d'accord. Mais le directeur général, c'était votre papa. C'est mon père, oui. Donc, il y avait les tomes, les fameux tomes qu'il fallait éviter. Alors, mon père a dit, il faut qu'on entretienne d'abord les machines. Je suis en train de les entretenir là, c'est urgent, c'est urgent. Lui, il a dit, si ça va donner, ils ont insisté, bon, ils ont tiré, et ça a donné ce que ça a donné, un mauvais travail. Ça a été l'élément déclencheur. Vous savez, derrière chaque arrestation, derrière chaque complot, il y a une petite histoire. Il y a une histoire. Vous allez décliner tous les complots. Quand vous regardez, il y a toujours une histoire qui est l'élément déclencheur de l'arrestation. Donc, lui, c'était ça. C'était ces courants-là. Et on l'a donc, c'est pour faire sa propagande, sédition religieuse, etc. Voilà. C'était ça l'élément déclencheur. Il ne faut pas m'amener à raconter. Oui, bien sûr. Là, je me tais dessus. Hein. On va passer les comptes sur cet aspect. Et puis, un mot sur les relations avec la famille Sultan, la famille Barry, la famille Sultan. Vous en avez parlé dans le livre. Oui, mais c'est ma famille. Tonton Sultan, on le vénère dans la famille. C'était le cousin préféré de mon père. Il s'appelait Ouz. Voilà. Il a plus de 90 ans aujourd'hui. Voilà, quelqu'un de très, très courageux. Il aurait pu passer à la potence 36 millions de francs parce que tout de suite après, lui, il a pris les enfants de son cousin. Il a assumé. Et il a dit, bon, tu vas apprendre que c'est comme ça, mais moi, je ne peux rien. Ce sont les enfants de mon cousin, je ne sais pas où, ils n'ont pas où aller. Je les pense que moi. Alors, il était le termine. Son côté, c'est bien qu'il se réveille dans une
pour ce premier numéro avec vous, nous allons peut-être aller vers la fin. Et peut-être un mot sur Babano, dont vous avez parlé aussi. Après l'arrestation de votre papa, Babano a été propulsé à un niveau élevé. Oui, il aimait ça. C'est que il aimait humilier. C'était parce que, comment on appelle ça? Ça devait être pathologique chez lui. C'est vrai. Parce qu'il sait qu'il va t'arrêter. On commence d'abord, on te dit, il a débauché mon père. Et puis après, deuxièmement, on l'a mis en sous-ordre. Et ils ont élevé son beau-fils, le mari de ma soeur, sa fille aînée à mon père, Yaya Ruby. Il a élevé son mari, il est devenu ministre du budget. Et mon père était en sous-ordre. Alors, ça c'est pour humilier l'un et l'autre parce qu'il avait tellement programmé aussi l'arrestation de Bano. Parce que c'est prémédité tout ça. Et voilà, donc imaginez-vous ce type de rapport, pour qui connaissait le rapport entre un beau-père et un père. Il aimait humilier sa proie avant de l'appeler à l'abattoir. C'est ça. Voilà, Maître Tabari, je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui. Regardez la caméra en face et donnez un conseil aux Guinéens. D'abord, en tant que fille de ce pays, ensuite en tant que juriste, et peut-être dire ce que vous voulez voir la Guinée devenir, la Guinée d'Alpha Condé. Je n'ai pas voulu parler d'Alpha Condé longuement dans cette émission d'aujourd'hui, parce que Alpha Condé dit à tout le monde que vous êtes sa sœur. Oui, c'est sûr. Hein? Moi, j'assume cette proximité. Hein? Il faut être honnête, il faut être loyal seulement. C'est-à-dire, quand c'est le destin qui a voulu que je connaisse l'actuel président. N'est-ce pas? Et c'est pas parce que il peut être dans le mouvement. Moi, je ne fais pas de politique, je suis dans les droits humains. Mais à chaque fois que j'ai l'opportunité de dire non, c'est pas bon, je le fais parce que je suis loyale. Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque tu penses, tu lui dis la vérité en tout état de cause. Lorsque tu cesseras de dire la vérité, c'est que la personne est perdue. Tant que je pourrais dire la vérité à ceux que mes frères, mais je leur dis non, c'est pas bon. Je le ferai. Si, mais en même temps, c'est le président. On ne voit pas un président comme ça. N'est-ce pas? C'est le Alpha d'avant que je connaissais. Vous voyez? Alpha, la place d'Italie, France, sa résidence parisienne, le 13e arrondissement. Non, je ne l'ai même pas connu là-bas parce que moi, je n'ai pas fait Paris. Moi, c'est Dakar et puis voilà. C'est mes soeurs qui le connaissent. On le connaît bien en famille, c'est vrai. Hein? C'est presque, je le dis là, mais c'est devenu le président. Voilà. On ne voit pas le président comme ça. Mais chaque fois que j'ai un petit angle de tir pour dire, attends, parce qu'il y a des choses qui ne remontent pas. Alors, Nénéami, puisque vous êtes la sœur Alpha, dites-moi, regardez cette caméra. Non, regardez cette caméra et parlez Alpha. Parlez au président de la République. Voilà, dites-lui un mot, j'espère qu'il va vous suivre, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le président de la République. Voilà. C'est la caméra là que vous regardez en face, allez-y. Mais non, mais il y a des politiciens. Je ne suis pas une politicienne. Oui. Du tout. Mais vous êtes une citoyenne guinéenne. Je suis une citoyenne guinéenne. Très bien. Alors que la citoyenne s'adresse au président. Non, chaque fois que je pourrais dire non. De toute façon, il me connaît. Il sait que j'ai des principes, que je me bats du côté des droits de l'homme. Je ne quitterai jamais le terrain des droits de l'homme. C'est clair. Et que je dirai toujours, voilà, il y a une violation, voilà. Je dénoncerai, je dirai, voilà ce qui se passe dans les prisons civiles. Je me lui ai dit, il fait. Il a fait la prison lui-même. Hein? Alors, il a fait, mais oui, bien sûr. Et voilà, il sait que la prison. Donc, il faut lire mon livre. Vous voulez que je raconte? Non. Je vais le prendre tout à l'heure. Là. Les conseils que vous me demandez de distiller l'écran, ça sert à rien. Un mot. J'ai tout dit. Est-ce que vous avez envoyé une copie au président alors, de ce deuxième livre-là, le Tourbillon 2? Vous l'enverrez une copie, j'espère.
par courrier avec accusé de réception, envoyez-le Il a reçu le premier, parce qu'après les 72 heures du livre, il avait reçu l'Harmattan et les écrivains, les auteurs. Donc il avait eu son lot de je pense qu'il a, parce que pour les 72 heures du livre de cette année, je crois qu'il a fait un dîner auquel je n'ai pas participé d'ailleurs, mais je suis sûre qu'il a son paquet de livres dans celui-là. Voilà, Maître Aminata Bari, je préfère vous appeler Nenami Bari. Je suis très heureux que vous soyez venu dans ce numéro de Gros Plan. C'est moi qui vous remercie. Avec l'espoir que je puisse vous retrouver peut-être un jour à votre cabinet de travail ou à votre résidence privée. Encore une fois, merci d'être venu ici au Groupe Évasion. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Très bien.